Bonsoir Oui. tout le monde. Je m'appelle Cédra Younes. Je suis la coprésidente de l'Union et je suis étudiante en chimie en même temps. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Union, l'Union des étudiants exilés c'est une organisation non à but non lucratif qui a été créée en 2018 par et pour des étudiants exilés. Et à l'Union, on défend les droits des personnes exilées pour avoir un accès aux études supérieures. Et on travaille aussi pour améliorer les conditions euh, d'études pour pouvoir accès aux études supérieures. Et à travers nos quatre axes, euh, qui sont le premier, c'est la diffusion des informations sur notre site web. Et le deuxième axe, c'est l'accompagnement individuel qui peut se faire soit en permanence, soit à distance. Et le troisième, c'est la formation collective en organisant des ateliers de présentation au système éducatif français. Et notre quatrième axe, c'est le plaidoyer, où on essaie de faire des changements au sein des politiques universitaires et aussi des politiques publiques. Super, merci beaucoup Cédra. Du coup, je te recoupe ton micro. J'ai commencé à introduire les intervenants et pourquoi on a décidé de faire ces webinaires qui, il sera sur un décryptage du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration présenté par le gouvernement actuel, par notamment le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et ça nous intéresse d'avoir une première analyse sur le projet de loi et quels impacts a sur les personnes exilées. Du coup, on a décidé d'inviter 3 intervenants qui vont nous parler de ces projets de loi. On ne va pas traiter de tous les sujets de ce projet, mais seulement les éléments les plus importants, parce que sinon, on devrait faire un webinaire de 4 heures ou même plus. Du coup, on a décidé vraiment de mettre l'accent sur certains sujets concernant la loi. Ce décryptage se base sur les projets de loi qui vient d'être présenté au Conseil des ministres le 1er février. Du coup, il sera susceptible d'échanger par la suite parce qu'il sera présenté au Sénat vers la fin mars et ensuite à l'Assemblée nationale. Et après, du coup, il y aura les premières lectures de ces 2 instances et du coup, il y aura encore de changements de ces textes. Donc, on veut être bien précis sur cela. On se base sur ces textes présentés au Conseil des ministres. C'est un texte qui est le 22e après les années 86. Et on a vu comment les lois, depuis ces temps, sont allées un peu dans le sens d'une détérioration des conditions d'accueil et de l'état des droits des personnes exilées. Et donc, cet énième projet de loi, pour nous, est très préoccupant. Et même les titres, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ça nous pose question. Et ces projets de loi touchent à plusieurs questions du droit des étrangers, notamment droit d'asile, droit de séjour, la question du droit de travail aussi. Et c'est pour ça qu'on a 3 intervenants qui vont chacun toucher un domaine de la loi particulier. Donc, notre première intervenante, c'est le professeur Béranger Taxil. C'est professeur de droit public à l'Université d'Angers, qui va nous faire plutôt un focus sur la réforme de l'asile et la question un peu des restrictions, qu'est-ce qui va changer, quel impact va avoir sur les personnes exilées. Ensuite, on aura le professeur Serge Lama, en droit public, toujours de l'Université de Grenoble, et qui est aussi chercheur à l'Institut Convergence Migration, qui va plutôt parler de la question des expulsions et du rejet des titres de séjour. Et enfin, on aura Frédéric Salin, qui est docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales
et aussi fellow de l'Institut Convergence Migration. Donc, je vais donner la parole à Bérengère en premier. Du coup, les premières, disons, blocs des questions concernent quel type de changement prévoit les textes des lois en ce qui concerne les droits d'asile, notamment les articles concernant la question de la décentralisation des pôles de l'OFPRA et SNDA, la question du juge unique plus particulièrement, et du coup, quels sont les effets de ces mesures, de ces dispositions dans la loi sur les personnes exilées dans l'État. Du coup, je vous laisse la parole et je vous donne aussi le droit de démarrer votre son. Vous me dites si ça marche, Merci Bérengère. Sophia. Merci Super. Sophia, ça fonctionne. Vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Ok. Bien, super. Bonjour, bonjour tout le monde. Je sais que parmi vous, il y a à la fois spécialistes de droit des étrangers, de droit d'asile, et puis d'autres pas du tout. Donc, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais aussi revenir sur quelques fondamentaux. C'est pas une loi importante en matière d'asile d'un point de vue quantitatif. Donc, il y a quelques points de détail dont d'autres ont déjà parlé, notamment au webinaire organisé par Sciences Po la semaine dernière. Et je vais focaliser mon propos sur vraiment l'organisation effectivement des organes de l'asile, tout en rappelant le contexte quand même de cette loi, parce que tant l'avis du Conseil d'État sur cette loi la semaine dernière que le précédent avis sur la précédente loi de 2018, le Conseil d'État a une position assez critique de manière constante, c'est-à-dire qu'il critique et il rappelle le manque d'informations sur les données de terrain, le manque d'informations chiffrées, notamment sur les études d'impact, même s'il y a une étude d'impact qui fait 370 pages. Le manque de recul sur les réformes des lois précédentes, sachant qu'il souligne aussi que c'est la 8e loi majeure depuis 16 ans sur la réforme de l'asile et de l'immigration. Alors, le Conseil d'État s'insère dans un contexte politique qu'on sait compliqué et dans un contexte juridique qui va aussi accentuer la dimension sécuritaire et qui renforce sur l'asile la vision du demandeur d'asile comme étant un être menaçant. Parce que j'ai été frappée par l'introduction de l'avis du Conseil d'État qui souligne la pression migratoire accrue à laquelle la France est soumise et qui souligne l'arrivée de demandeurs d'asile détournés d'autres pays, la présence croissante d'étrangers originaires de pays sans lien historique avec la France. Et ça fait penser à un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2022 dans lequel il justifiait et validait le maintien des contrôles aux frontières par exception à l'espace Schengen pour des motifs d'ordre public, sachant qu'il considérait que les mouvements secondaires de migration des demandeurs d'asile constituaient une menace à l'ordre public. Or, ces mouvements secondaires des demandeurs d'asile sont principalement liés, enfin, ou en tout cas, sont partiellement liés à l'application du règlement Dublin lorsque les demandeurs d'asile cherchent effectivement à fuir un dublinage ou à changer de pays dans le cadre d'une application qui est totalement improductive et ineffective de ce règlement Dublin. Donc, ces différentes lois accentuent les possibilités de refus et de retrait de protection internationale pour ces motifs d'ordre public, mais c'était déjà le cas en 2015 et en 2018. Ce qui manque cruellement, toujours à titre introductif, ce qui manque cruellement dans ce projet de loi, c'est 3 questions, me semble-t-il, qui font qu'effectivement, ce n'est pas une loi qui a beaucoup de souffle, mais ça se comprend dans le contexte politique si difficile du moment. C'est d'abord la question de l'hébergement des demandeurs d'asile, qui est très problématique parce que bon nombre de demandeurs d'asile n'ont pas droit à l'hébergement ou ne sont pas effectivement hébergés. Quand il n'y a pas d'hébergement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement social, administratif, juridique, et pourtant un droit des conditions matérielles d'accueil dans les directives européennes. L'autre question qui est totalement exclue et négligée et depuis longtemps, c'est la question de l'asile outre-mer. Or, c'est vraiment un problème crucial parce que quand on adopte des lois qui se focalisent sur les OQTF,
sur la nécessité d'éloigner des étrangers. La principale source d'éloignement des étrangers, c'est Mayotte. La principale difficulté en termes de nombre de demandes et d'hébergement, c'est à Cayenne. Donc le fait de ne pas répondre à la question du dispositif national d'accueil et de la mise en place de conditions matérielles d'accueil pour les outre-mer français, c'est un peu compliqué. Et puis, la troisième lacune colossale, c'est les réflexions sur l'existence, le fondement juridique d'un visa asile qui existe sans exister, c'est-à-dire qu'on sait que les consulats délivrent des visas à des personnes qui sont en besoin de protection internationale pour venir demander l'asile, mais de manière discrétionnaire et un peu sans le dire, sachant que les juges européens ont tous dit qu'il n'y avait pas de fondement juridique express dans le droit de l'Union européenne en la matière, et que le projet de loi, par ailleurs, Serge Sama en parlera probablement, renforce la lutte contre l'immigration irrégulière, les sanctions pénales. Et ici, plus on empêche les personnes d'arriver par des voies régulières avec un visa, plus le trafic de migrants augmente et la criminalité avec. Donc, ce à quoi on a échappé dans le projet de loi, eh bien, c'est notamment la jonction voulue par le ministre de l'Intérieur entre le refus d'une demande d'asile et l'adoption immédiate d'une OQTF. Donc ça ne figure pas. On sait bien qu'un demandeur d'asile dont la demande est refusée peut très bien être étudiant par ailleurs, et on est tous concernés ici par des étudiants, et que le refus de la demande d'asile n'empêche pas la possibilité de prétendre à un autre titre de séjour. En ce qui concerne le projet de loi en lui-même, je viens au point essentiel. Les points essentiels seront de nature réglementaire, et ça, le Conseil d'État l'a souligné dans son avis. C'est-à-dire que dans la loi, il n'y a pas grand-chose, et l'enfer se cachera dans les détails. C'est vraiment les questions de mise en pratique des dispositions qu'il va falloir surveiller avec attention. L'accès au travail des demandeurs d'asile d'abord. Alors, il existe déjà l'accès au travail des demandeurs d'asile après, d'abord, ça a été après 9 mois d'études de demande d'asile sans réponse, puis 6 mois. Et avec l'expérience ukrainienne d'accès immédiat au marché du travail, eh bien, cette question se pose de donner l'accès au travail aux demandeurs d'asile, mais seulement à ceux qui seront originaires d'un État à fort taux de protection internationale. Ici, il semblerait que ce soit les États pour lesquels le taux de protection est supérieur à 50%. Autrement dit, ça concerne le trio de tête depuis quelques années à l'OFPRA, Syrie, Afghanistan et j'ai perdu le troisième, protection, Érythrée. Syrie, Afghanistan et Érythrée qui ont des taux de protection supérieurs à 50%. Donc ceux-là pourraient être bénéficiaires d'un accès au travail. Cela étant, l'étude d'impact du projet de loi souligne que le nombre de personnes concernées est extrêmement réduit. Il n'y a que, sur l'année 2021-2022, il n'y a que 2,3% des demandeurs d'asile qui sont concernés, qui ont reçu une autorisation de travail. Peu la demande et peu le long. Sur ce point, la comparaison avec les Ukrainiens n'est pas forcément adéquate. Les 2 points majeurs, on y reviendra éventuellement en discussion, mais les 2 points, je vois que de temps en temps, on m'entend pas bien, je suis navrée. Est-ce que dans l'ensemble, ça va? Oui, oui, on vous entend bien. Ouais, c'est vrai que vous voulez éloigner un peu peut-être du micro de temps en temps en parlant, mais Ouais. c'est normal aussi. Je vais monter le son, on va voir si ça change quelque chose de mon côté. Et puis effectivement, j'ai un problème de micro ces derniers jours. Sur cette organisation française de l'asile, eh bien, c'est surtout sur le fonctionnement des institutions que la loi prévoit 2 choses. Elle prévoit la décentralisation, en quelque sorte, de l'organisation, à la fois au stade de l'OFPRA et à la fois au stade de la CNDA. Au stade de l'OFPRA, eh bien, il est question non seulement d'augmenter le nombre de missions foraines qui existaient déjà, ce sont les missions où l'OFPRA va entendre les demandeurs d'asile, soit en région, en province française, soit en outre-mer, soit même à l'étranger parfois. Et
il est aussi question, surtout ici, c'est le point essentiel, de créer des pôles France Asile avec la perspective d'avoir des officiers de protection, en tout cas des membres de l'OFPRA, présents au stade du guichet unique des demandeurs d'asile, le GUDA, c'est-à-dire aux mêmes endroits et au même moment que la préfecture et l'OFI. Alors ici, on constate le refus de créer un nouvel établissement public qui aurait repris une partie des fonctions de l'OFI pour les fusionner avec les compétences de l'OFPRA. Ça aurait fait sortir la compétence asile de l'OFI du seul registre du ministère de l'Intérieur. Certains avaient appelé, notamment Pascal Brice et un collège d'experts auquel j'avais participé en 2020, qui avait suggéré vraiment une nouvelle réorganisation institutionnelle, et visiblement, le projet de loi considère que ça coûte trop cher. Donc, ce que fera l'OFPRA dans les GUDA, eh bien, c'est ce qui relevait du dossier OFPRA, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le demandeur d'asile au GUDA retirait son dossier OFPRA, puis il avait 3 semaines pour le remplir en français, pour y inclure les éléments relatifs à son état civil, à son parcours migratoire, à son entrée et surtout au motif de sa demande d'asile. Et ça, c'est ce que l'OFPRA fera sans délai, dit le projet, au stade du GUDA, et c'est déjà un entretien en fait. Et donc, tout cela dans le souci de gagner du temps, d'accélérer les délais. Sauf que moi, j'y vois un inconvénient, c'est que les quelques semaines, les 3 semaines principalement de délai pour envoyer le dossier à l'OFPRA, c'était aussi des semaines pour lesquelles les demandeurs hébergés avaient le droit à un accompagnement social et administratif. Et du coup, il n'est pas clair quel va être le rôle des travailleurs sociaux dans l'accompagnement des demandeurs d'asile pendant ce laps de temps, puisqu'ils seront entendus visiblement dès le GUDA. Donc là, comme je le disais, l'enfer se cache dans les détails. Il y a cette question, d'autant que les éléments seront recueillis par l'OFPRA au sein des GUDA, sans délai, mais aussi ils seront entrés dans une application informatique qu'il va falloir adapter. Dès qu'on voit application informatique, eh bien, on pense à tout ce qui relève de la dématérialisation des procédures qui pose tant de problèmes. Pourra-t-on inscrire les éléments du récit et du dossier OFPRA dans cette application informatique? Eh bien, on n'en sait rien. Or, cet accompagnement social des demandeurs d'asile, eh bien, on a constaté que le taux de protection augmentait beaucoup plus pour les demandeurs d'asile qui sont accompagnés dans leur préparation du dossier OFPRA, dans la préparation de l'entretien. Ça pose une difficulté. Donc, sur l'intérêt du récit et du dossier OFPRA, il y a des publications en ligne, je peux même vous orienter par là. Du côté de la CNDA, maintenant, pour en finir avec les quelques points, donc la Cour nationale du droit d'asile, 2 éléments très discutés ces derniers temps, eh bien, c'est d'abord l'élément de la décentralisation de formation de la Cour, et puis la question de la collégialité des formations de jugement. On cherche toujours à améliorer les recours. Je ne sais pas si c'est améliorer, mais en tout cas à accélérer les recours, hein, peut-être en tirant de mauvaises leçons du passé. Parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré que l'investissement financier massif qui avait été placé sur le fonctionnement de l'OFPRA et de la CNDA avait été, selon lui, largement inutile parce que ça n'avait pas mené à améliorer les délais ces dernières années. Sauf qu'effectivement, depuis 3 ans, les délais ont été ralentis, non seulement par le Covid, hein, où les organes de l'asile ont été suspendus pendant des mois, mais aussi par une grève très longue et très dure des avocats qui a duré des mois à la CNDA et qui a provoqué des renvois en nombre pendant longtemps. Avocats qui faisaient grève notamment contre l'augmentation des ordonnances, des décisions à juge unique. Donc, ici, le sujet de la décentralisation qui va consister à placer des formations de jugement dans les régions semble assez consensuel, même au sein des associations. Mais si ça a l'avantage peut-être, et l'objectif est affiché ainsi, de rapprocher les juges du justiciable, effectivement, oui, c'est long, ça coûte cher et ça provoque des renvois quand un demandeur d'asile de Marseille ou de Nancy doit se déplacer à Paris.
Mais il va falloir faire attention là au fonctionnement même régionalisé parce que déplacer un demandeur d'asile à Paris ou déplacer tout le monde en région, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est pas évident parce que il va falloir déplacer des juges, déplacer des avocats, déplacer des rapporteurs de la CNDA, mais il va aussi falloir, et ça on en parle vraiment peu, j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent, il va aussi falloir déplacer les interprètes. Et autant on peut trouver des avocats très compétents en province sur le droit d'asile, et justement ça leur permettra aussi à ces avocats qui refusent, qui n'ont pas les moyens financiers de se déplacer jusqu'à Paris, ça va leur permettre de développer des compétences en région. Autant pour les interprètes, quand il n'y a qu'un seul interprète en France qui se trouve à Paris pour une langue donnée, comment est-ce qu'on va concilier ça avec l'exigence que l'interprète se trouve, et exigence réglementaire pour le fonctionnement de la CNDA, que l'interprète se trouve au même endroit que le demandeur d'asile? Est-ce que ça ne risque pas d'augmenter les visios avec un demandeur d'asile présent face à son juge, mais avec les plaideurs de l'OFPRA qui peuvent être à Paris, avec des rapporteurs, des interprètes qui ne sont pas forcément au même endroit. Donc, c'est le risque de voir ces visios augmenter. Et puis, malgré le maintien de principe des formations collégiales et des assesseurs, on n'a pas forcément 20 assesseurs à Marseille, qui souligne l'étude d'impact. Les interprètes, il faut souligner qu'ils sont actuellement en grève parce qu'ils sont maltraités. Et effectivement, ça risque de provoquer des renvois qu'on n'avait pas imaginés. Pour conclure sur la collégialité, là aussi, c'est quelque chose qui ne va pas dépendre du projet de loi, mais qui va dépendre de sa mise en œuvre concrète dans les modes de fonctionnement internes. La collégialité, c'est un principe et une originalité en France avec la présence pas d'un représentant justement, d'une personne nommée par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. La collégialité est mise à mal déjà depuis les lois de 2015 et de 2018 par l'augmentation des cas où on se prononce à juge unique à la CNDA. Notamment, ça avait été très, très discuté et pas tellement mis en œuvre dans la loi de 2018, le fait de statuer à juge unique lorsque c'est une menace à l'ordre public qui est évaluée. Je ne crois pas que ça a été tellement pratiqué parce que là, pour évaluer la menace à l'ordre public, la collégialité est indispensable. La collégialité ne disparaît pas pour autant parce que le projet de loi prévoyait de maintenir la collégialité de la formation en cas de difficultés sérieuses. Le Conseil d'État, quant à lui, a conseillé plutôt de maintenir la collégialité dès qu'une question le justifie. Autrement dit, ça va dépendre un peu comme avant du fonctionnement interne de la CNDA, de savoir quand est-ce qu'on renvoie à une formation collégiale. Mais je ne suis pas certaine qu'elle disparaisse en tant que principe. Ça va vraiment, je le répète, dépendre du fonctionnement interne. Et puis on note le maintien de la présence des assesseurs, tant du Conseil d'État, mais aussi que du HCR. Ce n'est pas certain que ça mène à une diminution ou même au contraire à une augmentation du taux de protection, de même que la spécialisation des chambres de la CNDA qui existe déjà et qui augmente certes les compétences des rapporteurs et des juges, qui provoque probablement une usure et ce n'est pas certain que ça provoque une augmentation du taux de protection quand il y a plus de spécialisation des chambres. Voilà, j'en ai terminé, j'étais un peu longue, merci. Merci Bérangère, c'était très clair, comme toujours, tes explications. On va continuer avec la prochaine intervention. Du coup, le professeur Serge Zlama, professeur en droit public à l'Université de Grenoble, va nous parler plutôt de la question des expulsions et le rejet des titres de séjour. Du coup, voir un peu quel type de changement prévoit la question de la délivrance des obligations de quitter le territoire, les OQTF, et qu'est-ce que les dispositions qui permettent le retrait, le non-renouvellement de la carte de résidence en cas
comme on disait avant, des menaces graves pour l'ordre public ou aussi rejet des principes de la République pour échanger dans le cadre de la vie des droits des personnes exilées. Et la même question que pour Bérengère, quel type de risques, quel impact pourrait avoir sur les personnes exilées elles-mêmes. Du coup, Serge, je vous laisse la parole et je vous active le micro. Je sais, voilà. Je pense que normalement, vous avez... C'est bon, ça marche. Ouais, parfait. Alors bonsoir, merci de l'invitation à l'Union des étudiants et je suis toujours ravi d'intervenir avec Bérengère et Fred Salins devant du monde. Hein, il y a du monde, donc c'est très bien. Je vais faire aussi une toute petite intro, même si Bérengère a déjà dit pas mal de choses. En fait, déjà, on sait pas on a du mal à compter le nombre de projets de loi depuis 1980. D'après mon décompte, on est à 20 projets de loi depuis 1980, donc ça serait le 21e. Certains disent 29, je ne sais pas comment ils comptent, mais en tout cas, on est déjà à beaucoup de lois d'immigration. Le Conseil d'État a parlé de 8 réformes majeures depuis l'entrée en vigueur du premier CESEDA, puisqu'on est déjà au deuxième CESEDA, 2005-2021. Et c'est un texte qui se fixe à peu près les mêmes objectifs. D'ailleurs, c'est quasiment le même titre que la loi Collomb sur l'immigration maîtrisée, le droit d'asile effectif ou l'intégration réussie. Et là, on a un intitulé qui ressemble, puisque c'est contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Je pense qu'on peut raisonnablement déjà dire que le texte n'aboutira pas aux objectifs fixés. D'ailleurs, le Conseil d'État lui-même, en 2018, avait critiqué la méthode, un texte sans avoir évalué les 3 réformes précédentes, puisqu'il y avait la réforme Valls de 2012, Valls de 2015 et Cazeneuve de 2016. Et on ne s'était pas donné les moyens d'évaluer les réformes précédentes et l'impact potentiel de la réforme envisagée. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, la loi de 2018 n'est parvenue à aucun résultat qu'elle s'était fixé, absolument aucun. Donc, en revanche, elle a aggravé le statut des étrangers, ça c'est une certitude. Enfin, il y a bien des praticiens ici du droit des étrangers qui le savent bien. Et là, le Conseil d'État redit pas de diagnostic d'ensemble des principales mesures législatives en matière d'immigration, pas d'éléments statistiques, pas de premier bilan de la loi séparatisme, puisque la loi séparatisme elle-même avait modifié plusieurs dispositions du CESEDA, dont certaines avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est assez révélateur d'une méthodologie. On a eu aussi plusieurs rapports parlementaires sur la question d'immigration et d'intégration, parfois extrêmement critiques. On a eu le rapport Buffet aussi, qui est une source d'inspiration du texte, mais a été arraché et jeté tout le partie du rapport Buffet sur l'accès dématérialisé aux préfectures, puisque actuellement, le principal problème en droit des étrangers, c'est accéder en préfecture pour pouvoir faire une demande de titre de séjour. Et le Conseil d'État lui-même a estimé que la législation existante était illégale puisqu'elle ne prévoit pas d'alternative à la possibilité de déposer un titre de séjour par voie dématérialisée. Donc, on voit très bien qu'en fait, c'est un texte qui repose sur aucune réflexion d'ensemble sur le fonctionnement, le dysfonctionnement du droit des étrangers, mais juste une volonté de rajouter une couche aux 30 couches précédentes et sûrement avec exactement le même résultat que les lois précédentes. Donc, et en plus, vous le savez, on n'a pas encore trop parlé, mais ce texte va être difficile à adopter. Il y aura sûrement un 49.3, puisque pour être adopté, il a besoin de la majorité des Républicains, et ils sont en train de faire une course à l'échalote pour essayer de durcir le texte, notamment les dispositions sur les métiers en tension. Donc, on verra bien, mais il est fort. Enfin, c'est possible que ça soit une loi pour rien, voire même une loi pas adoptée, une loi adoptée en 49.3. Alors, à partir de là, il y a tout de même quelques dispositions positives. Ce n'était pas le cœur de mon intervention, mais il faut tout de même noter quand il y a des choses qui évoluent favorablement. Après 9 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2012, ils envisagent enfin de mettre fin à la rétention des enfants, malheureusement que de moins de 16 ans. Pas dans tous les cas, il est fort probable, puisqu'il y aura un projet de loi, une ordonnance adoptant le projet de loi Outre-mer. C'est malheureusement probable qu'à Mayotte, où il y a 3500 enfants retenus par an, Mayotte soit exclu. En tout cas, ce serait tout de même un progrès de sortir 300 enfants de rétention. Il y a aussi sur le droit du travail des demandeurs d'asile, c'est tout de même pas neutre. Bérengère en a un petit peu parlé, mais l'expérience du droit de travail des Ukrainiennes a montré qu'on pouvait très bien admettre le droit du travail tout de suite et que ça ne posait pas de difficultés majeures. Donc, bon, ça sera probablement 3 nationalités, taux de protection de 50%, mais bon, ça sera déjà ça. Il y a aussi des médecins étrangers, médecins à diplôme étranger qui pourront avoir un titre spécifique.
Bon, il y a quelques évolutions dans ce texte, j'insiste pas là-dessus, mais il ne faut pas non plus les négliger totalement. En revanche, on a des mesures de durcissement, parfois très fortes du texte. Il y a une mesure qui est présentée comme une mesure d'intégration. C'est sur le contrat d'accueil et d'intégration. Vous savez sûrement que lorsqu'on signe le contrat d'accueil et d'intégration, pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle, il faut faire une formation en français et sur les principes de la République. Là, désormais, il y aurait un test de français, ce qui, à mon avis, sera une mesure qui aura des effets extrêmement discriminatoires à l'égard de certaines populations, notamment de femmes immigrées ou de personnes illettrées ou non francophones. Donc, ici, ça risque d'être une disposition qui crée la précarité, puisqu'impossibilité d'accéder à des cartes de séjour plus durables. Ensuite, il y a vraiment un gros volet de la loi. Darmanin l'a présenté comme en finir avec la double peine. Alors, moi, dans ma jeunesse, en finir avec la double peine, c'était mettre fin à la double peine, c'est-à-dire supprimer la possibilité de condamner à une peine de prison plus une mesure d'éloignement. C'est ça la double peine dans le jargon associatif. Là, c'est l'inverse. On devrait changer d'échelle. Aujourd'hui, les personnes concernées par une mesure d'éloignement plus une sanction de type pénal, ça représente à peu près 4 000, 5 000 personnes par an. 300 arrêtés d'expulsion, à strictement parler, 4 000 interdictions du territoire français et des OQTF en détention qui ne sont pas très bien évalués, mais c'est plusieurs milliers par an. Bon, là, on change d'ampleur, c'est-à-dire on supprime beaucoup de garanties contre ces mesures d'éloignement, ce qu'on appelle les catégories protégées, notamment les enfants moins de 13 ans. Puis surtout, on développe les délits qui permettent de prononcer les différentes mesures ou les OQTF pour troubles à l'ordre public. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on lit le texte et qu'on essaie de se rendre compte le nombre de personnes potentiellement concernées par l'affaiblissement des protections, la disparition des protections, on change d'échelle. Ça pourrait être des dizaines de milliers d'étrangers, voire beaucoup plus, qui feraient l'objet d'une mesure d'éloignement pour trouble à l'ordre public. Donc vraiment, là, il y a une chose dont on ne se rend pas compte du tout de l'ampleur du texte, de la rupture fondamentale du texte. Et jusque-là, les catégories étaient automatiques. On était là depuis moins de 13 ans. En théorie, on ne pouvait pas être expulsé, sauf vraiment pour des faits extrêmement graves. Désormais, seul l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme va pouvoir être développé. Et donc, résultat, c'est une mesure qui va développer un contentieux de dingue. Enfin, vraiment, on va avoir une explosion du contentieux, puisque dans pratiquement tous les cas, il faut saisir la COMEX. Donc, on va changer ces quelques milliers par an, aujourd'hui, quelques centaines d'expulsions, on va passer à des dizaines de milliers de personnes concernées. Et puis, chacun va évoquer l'article 8, et c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer l'article 8 que d'appliquer des catégories protégées. Donc, en fait, c'est un truc qui va vraiment développer, parce qu'on parle de personnes en séjour régulier qui ont des attaches familiales très, très fortes avec la France. Iqiyoussen, par exemple, il était né en France, il a toujours vécu en France, il avait 5 enfants français et 18 petits-enfants français. C'est ce profil-là qu'on veut expulser. Hein. Donc, c'est vraiment une disposition extrêmement problématique et je pense que les médias ne se rendent pas du tout compte de l'ampleur de la modification envisagée par le projet Darmanin. Ensuite, deuxième disposition qui est en lien, c'est sur le relevé d'empreintes. Alors ça, je ne sais même pas comment le Conseil d'État n'a pu rien dire, puisque aujourd'hui, refuser empreinte ou photographie, c'est un délit pénal et c'est notamment un obstacle à une mesure d'éloignement et l'étranger peut être poursuivi et condamné pour ce motif-là. Mais désormais, en cas de refus d'empreinte, il pourrait y avoir une contrainte par corps. Donc, bon, c'est tout de même. Alors, on avait déjà connu ça vu les tests PCR récemment, mais ce n'était pas la contrainte par corps tout de même pour les tests PCR, mais c'était une sanction pénale. Mais là, ça me paraît juste hallucinant, sans décision d'un juge judiciaire, de pouvoir imaginer une contrainte par corps pour prendre des empreintes. Ensuite, le projet réintroduit les dispositions de la loi séparatisme. Donc, l'idée, c'est de pouvoir refuser ou retirer ou ne pas renouveler un titre de séjour, y compris les cartes de résident, lorsqu'il y a atteinte au principe de la République, principe et valeurs de la République. La loi séparatiste a été censurée sur ce point parce que la loi était trop imprécise. Elle ne précisait pas les comportements susceptibles de porter atteinte à ces principes ou valeurs de la République. Donc, le texte retouché par le Conseil d'État désormais a un certain nombre de comportements considérés comme une atteinte manifeste au principe de la République. L'atteinte à la dignité, par exemple. Donc, si vous pratiquez de lancer de main, c'est
c'est considéré comme contraire au principe de la République, par exemple. Hein, vous voyez ce genre de choses-là. Alors, comme d'habitude, évidemment, on vise le séparatisme islamique. On peut imaginer ça, la radicalisation. Mais selon toute vraisemblance, ça touchera d'autres cibles. Juste pour vous dire, il y a une disposition similaire dans la loi séparatiste sur les associations, un contrat similaire d'engagement républicain. Et c'était officiellement pour les associations islamistes. Et en résultat, Alternativa, sa subvention a été remise en cause sur ce fondement. Donc, on l'a considéré comme séparatiste puisque faisant des formations en désobéissance civile. Donc, c'est pour vous donner un exemple de ce que peut produire ce type de texte et le danger d'avoir un tel motif aussi large de possibilité de retrait de titre de séjour pour cette raison-là. Plus largement, d'ailleurs, la délivrance des documents de séjour, des titres de séjour, sera conditionnée un acte d'engagement de ces principes. Donc, évidemment, ça n'aura aucune valeur. Hein, il n'y a pas de contrat en matière de police. Donc, c'est un engagement qui aura la même valeur que le contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire la seule sanction sera une mesure de police, c'est-à-dire éventuellement un refus de titre de séjour. Ensuite, il y a une possibilité de systématiser les refus de visa pour les personnes qui ont déjà fait l'objet d'une OQTF. Alors ça, c'est vraiment une disposition extrêmement pernicieuse. Il y a 120 000 OQTF par an, une grande partie ne sont pas exécutées, un certain nombre d'étrangers partent tout de même, à peu près 30 000 par an. Jusque-là, il y avait possibilité d'interdiction de retour sur le territoire français avec un délai d'interdiction de retour, donc qui empêchait de revenir tant que l'interdiction de retour n'était pas abrogée. Mais désormais, c'est carrément un refus de visa s'il y a OQTF. Donc vous voyez bien, c'est une forme d'interdiction, sans le dire, en fait, qui va être assez redoutable. Je pense notamment, par exemple, ça arrive que des conjoints de Français retournent chercher un visa au pays et reviennent. Ben là, s'il y a une précédente QTF, ça pourrait être problématique pour le dossier. Alors voilà sur un certain nombre de dispositions. Et ensuite, vous avez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qui était demandé sur l'ordre public. On pourra peut-être plus rentrer dans le détail. Après, il y a beaucoup de dispositions de sanctions pénales et liées au droit du travail, mais je pense que Fred Salins va parler de tout ce qui est lié au droit du travail, puisqu'il y a un volet assez répressif dans le texte, je pense que je ne dois pas forcément en parler, mais sur la lutte contre les marchands de chômage, par exemple, ou sur un certain nombre de sanctions qui sont renforcées, de sanctions pénales qui sont renforcées. Voilà pour l'essentiel. Et j'imagine par la suite, on reviendra sur des questions plus précises. Super, merci beaucoup Serge pour l'exposé. Je propose du coup de donner la parole à Frédéric Salin et après on donnera l'espace aux questions. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas à les poser dans le chat et nous, on va les traiter au fur et à mesure. Donc, Frédéric Salin, docteur en sociologie à l'École des études en sciences sociales et fellow de l'Institut Convergence Migration. Pour qui n'était pas là au début, je le représente. Du coup, Frédéric, cette partie, ça va être plutôt sur la partie de la loi sur l'intégration par le travail. Et donc, on te demande de nous décrypter un peu, nous raconter quelles sont les principales mesures en ce qui concerne ces fameux titres de séjour mettez en tension et les liens qu'il y a avec les autres articles de la loi. Et aussi, quelle est l'analyse que tu fais? Du coup, c'est plus d'un point de vue sociologique. On a voulu mettre en avant aussi ces points de vue-là. Quelles seraient les conséquences sur l'accès au travail pour les personnes exilées, notamment les personnes sans papier, et aussi en lien avec la question qui nous intéresse aussi ici, avec la question des études, même si elle n'est pas directement traitée par la loi. Mais voilà, je te laisse la parole et j'active le micro. Normalement, c'est bon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bon parfait. D'accord. Très bien, merci beaucoup à Bérangère Taxil et à Serge Slama pour vos interventions. Pour ma part, je mène des recherches en sciences sociales autour de la politique de l'emploi à destination des exilés, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et le périmètre du projet de loi et de cette loi dont on discute est plus large. Il y a plusieurs articles
qui vont affecter la possibilité de travailler comme les conditions de travail des étrangers et qui constituent les premiers articles de ce projet de loi, notamment les articles du titre « Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue ». Et comme l'a souligné Serge Lama, on retrouve cette dialectique migratoire constitutive des différents projets de loi, humanité, fermeté, qui est souvent au détriment des mesures présentées comme des mesures d'humanité. Alors, il y a différents articles. Il y a un premier article qui a fait le plus parler sur le titre de séjour « Métier en tension », qui prévoit l'octroi d'un titre de séjour de droit, c'est important, d'une durée d'1 an dans les métiers en tension seulement, sous des conditions d'exercice de ce métier en tension pour les personnes en séjour irrégulier. Alors, une première chose, c'est que cet article, qui est présenté aussi comme une mesure d'humanité, elle est simplement à titre expérimental, hein. Dans l'exposé des motifs de la loi, il est bien dit que ce titre en séjour est mis en place à titre expérimental jusqu'en 2026 et sa reconduction est soumise donc à une évaluation future. Alors, il y a plusieurs enjeux de cet article. D'abord, que ce soit de droit, c'est une bonne chose, hein, parce que ça ne dépend pas de configuration de travail, de bon vouloir du patron et donc de négociations entre travailleurs et patrons qui peuvent avoir lieu pour demander une régularisation actuellement dans le cadre de la circulaire Valls. Mais il y a plusieurs limites. Une première limite évidente, c'est que la liste des métiers en tension est du ressort de l'autorité administrative. Et en la matière, le ministère de l'Intérieur a fait preuve de son incompétence, puisque aujourd'hui, la liste des métiers qui est utilisée date de 2008 et est dénoncée comme étant complètement obsolète par rapport au changement de l'appareil productif. Donc, c'est en lien avec ce que disait Bérangère Taxil, la mise en œuvre des mesures prévues. Et donc là, ici, précisément, la détermination de quels sont les métiers qualifiés de métiers en tension dans quelle zone, elle sera déterminante pour penser les effets de cette mesure sur l'accès au travail. Mais surtout, il y a un sens politique et symbolique très fort de cet article, c'est qu'elle renforce la canalisation des étrangers vers les métiers les plus difficiles, avec des conséquences sur leur corps, car ce sont des métiers pénibles souvent, dans la construction, dans la logistique, des conséquences sur leur santé, sur leur espérance de vie. Et donc, ça contribue à une vision raciste des étrangers comme main-d'œuvre à disposition, et ça contribue à la structuration raciste de la division du travail en France. Ça, c'est un premier article dont on peut discuter. Deuxième article qui a déjà été évoqué dans les interventions précédentes, c'est l'article 4 du projet de loi sur l'accès au marché du travail dès la demande d'asile. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire des droits sociaux et notamment du droit au travail des demandeurs d'asile, cette mesure, elle se présente comme une sorte de retour partiel sur une régression historique des droits sociaux des exilés qui a eu lieu en 91. Avant 91, les demandeurs d'asile conçus comme des réfugiés en puissance avaient le droit de travailler. Donc, c'est depuis 91 qu'ils n'ont plus le droit, avec toutes les conséquences sur la précarité matérielle, l'attente, la santé mentale, qui ont été bien renseignées dans différents travaux. Et depuis la loi Asile et Immigration de 2018, hein, comme ça a été rappelé, c'est au bout de 6 mois de procédure d'asile qu'il est possible de demander une autorisation de travail, et moins de 3% des demandeurs d'asile majeurs sont concernés par cette autorisation. Dans la nouvelle loi, dans ce projet de loi, ce qui est proposé, c'est que pour les personnes, alors là aussi les détails sont importants, parce que ce ne sont pas des détails, pour les personnes qui ne sont pas en procédure accélérée ni dublinées, donc les procédures accélérées, ça constitue 36% des demandes d'asile, et les dublinés environ un gros tiers. Donc pour les personnes qui sont en procédure normale et qui sont ressortissantes d'un pays avec un haut taux de protection internationale et qui figurent sur une liste, pour ces personnes-là, il y aura un droit du travail qui n'est pas une ouverture complète au marché de l'emploi, mais un droit au travail au même titre que les travailleurs étrangers, c'est-à-dire avec l'emploi opposable. Et là aussi, un détail d'importance, c'est que le calcul de ce taux de protection international
dans l'étude d'impact qui est publiée sur le site du Sénat se fait sur le taux de protection en première instance, donc par l'OFPRA, et non pas sur le taux de protection OFPRA et CNDA. Il est en effet fixé à 50%, mais ça, le décret d'application devrait préciser la chose. Donc, un bilan court de cette mesure, c'est que c'est une autorisation de travail qui est prévue, mais qui ne s'adresse pas à l'ensemble des demandeurs d'asile et qui favorise toujours une canalisation vers les emplois subalternes difficiles et qui risque aussi d'introduire une différence de traitement donc matériel entre les demandeurs d'asile, laquelle peut avoir un risque performatif d'intensifier la différence de jugement de l'asile, parce que dès lors qu'on touche un peu plus que les CMA, il est possible d'avoir plus recours bien à des traductions, à des avocats, etc. Donc, ces différences de traitement matériel, ça peut avoir comme conséquence des différences d'habilité à se saisir du droit d'asile. Dernière remarque sur cette loi, c'est qu'il y a un thème qui est très présent, c'est l'articulation entre la langue, le français, et le travail. Et pour introduire ce point, on peut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a une sorte de politique du rationnement linguistique qui s'exerce à l'encontre des exilés, c'est-à-dire que les cours de français qui sont prévus par l'État ne le sont, dans le cadre du CIR, que pour les nouveaux et nouvelles détentrices de titres de séjour, ce qui est appelé aussi les primo-arrivants, mais parfois des années après leur arrivée sur le territoire. Et ces cours-là sont ça fait l'objet d'un large consensus parmi les acteurs de la gestion des réfugiés, à la fois mal organisés et de mauvaise qualité. Et donc, ce rationnement linguistique, il a des effets parce qu'il constitue une entrave à l'accès au droit, l'administration ne parlant que le français, et il empêche souvent d'accéder à des emplois stables, qualifiés, et c'est un sujet que connaît bien l'Union des étudiants exilés à un diplôme. Une deuxième tendance perceptible dans l'organisation des cours de français, c'est la marchandisation de la langue, c'est-à-dire l'organisation de l'enseignement du français au service du marché des entreprises. C'est-à-dire qu'on apprend aux étrangers les seuls mots dont on pense qu'ils seront utiles pour un poste précis, souvent un emploi très peu qualifié. Il y a dans le projet de loi actuel des articles sur l'apprentissage du français. Je pense notamment à l'article 2 qui vise à corriger quelques effets néfastes de l'organisation actuelle des cours de français de l'OFII. Mais le problème ne réside pas seulement dans l'accès ou le manque d'accès aux cours de français, mais au fait qu'on enseigne aux exilés une langue appauvrie qui est pensée pour les besoins de l'économie et qui est enseignée à des personnes appréhendées comme étant au service de l'économie. Alors, un des dispositifs par lequel passe cette marchandisation de la langue, c'est par exemple les actions pour l'intégration professionnelle des réfugiés. On peut aussi penser aux actions pour enseigner le français à visée professionnelle dans le cadre des travaux du Grand Paris ou des travaux pour les Jeux Olympiques de 2024. Et une conséquence majeure de cet enseignement de la langue appauvrie pour les besoins de l'économie, c'est qu'elle ne suffit pas pour avoir les niveaux de français exigés pour obtenir la nationalité, B1 oral et écrit, et pour les étrangers qui ne sont pas exilés, à avoir un niveau de français pour avoir un titre de séjour pluriannuel tel que prévu par la loi. Donc voilà pour trois éclairages d'articles sur ce qu'il y a dans cette loi et qui risquent d'affecter le travail, les conditions de travail des personnes exilées. Mais comme le mentionnait Bérengère Taxil, il y a aussi tout ce qu'il n'y a pas dans cette loi, c'est-à-dire le reste qui affecte la mise au travail des exilés, qui produit leur concentration dans des emplois difficiles, mal rémunérés, ce qui manque donc et qui, je crois, préoccupe aussi l'Union des étudiants exilés et au-delà, le réseau MENS, Migrants dans l'enseignement supérieur, qui s'intéresse à la reprise d'études et à la qualité des emplois des exilés. Et donc, dans ce qui manque et qui n'est pas du tout pris en charge par cette loi, il y a par exemple l'accès à une qualification universitaire
ou professionnelle, donc qualification au sens fort, hein, c'est-à-dire une forme institutionnelle de reconnaissance des compétences attachées à une personne qui puisse garantir par son inscription dans des conventions collectives un niveau de rémunération et qui soit associé à une stabilité de l'emploi. Donc, tout ce thème de l'accès à la qualification, soit à la reconnaissance de la qualification pour les personnes qualifiées, soit l'accès à la qualification pour les personnes non qualifiées, n'est pas présent dans cette loi. Le thème de l'hébergement aussi, comme le mentionnait Bérengère Taxil, et ses conséquences sur la précarité matérielle, soit que les personnes acceptent l'hébergement directif avec des conséquences en termes d'isolement par rapport à ces réseaux, par rapport à des bassins d'emploi, soit que les personnes refusent l'hébergement directif et les conséquences de précarité matérielle, donc induites par le fait d'avoir ces l'ADA coupés. Et enfin, troisième chose qui n'est pas dans cette loi, c'est toutes les difficultés administratives aussi qui affectent les conditions de travail et la recherche d'emploi des personnes exilées. Et je pense à la dématérialisation, au fait de ne pouvoir parler que le français à Pôle emploi et le manque de reconnaissance du permis de conduire, par exemple, ou encore les difficultés d'accès au compte en banque. Donc voilà un peu pour une première présentation et peut-être qu'on pourra discuter de points plus précis dans la discussion. Merci beaucoup, Fred. Donc, au fur et à mesure que nos intervenantes parlaient, j'ai repéré quelques questions. Il y en a certaines auxquelles les intervenants ont déjà répondu dans le chat. Du coup, je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, les autres personnes, n'hésitez pas à poser d'autres questions. C'était très dense. On a décidé de faire des petites interventions aussi pour donner la place au débat avec le public. Il est presque 19 h. Donc, on s'est dit un petit quart d'heure, 20 minutes de discussion. Donc, les questions que j'ai repérées et qui ont pas été, sur lesquelles les intervenants n'ont pas répondu. Bon, il y a une grosse question. Quelles sont les perspectives d'intégration des personnes exilées, des personnes réfugiées en France? Y a-t-il une nouvelle politique qui encourage d'intégrer ces personnes qui quittent leur pays d'origine à cause de leur déplacement forcé? Bon, c'est une vaste question, mais ça a été posé pendant l'intervention de Bérengère. Est-ce que Bérengère, tu veux prendre cette question-là ou aussi Fred, peut-être sur la question de l'intégration de façon plus large, même si c'est vraiment une grande question. Du coup, peut-être on commence à répondre à celle-ci. Et après, il y en a une autre de plus que j'ai repérée dans le chat. Qui de vous deux veut... Ah, tu peux pas parler, tu as raison, c'est moi qui dois tout le temps... Désolée, je suis pas du tout habituée à faire ce type de manip. Voilà. Merci. Effectivement, ça va être compliqué si tu dois à chaque fois nous revalider le son. Faisons au mieux. D'autant que je vais répondre que je ne vais pas répondre parce que effectivement, c'est une question qui est très générale. Et puis, tant Serge Slama que Frédéric Salin ont répondu à cette question. Par la suite, on peut juste se contenter de dire non, il n'y a pas de nouvelle politique d'intégration. Et que pour les réfugiés, il y a des mesures d'intégration avec le contrat d'insertion républicaine qui a été mentionné. Pardon. Et en revanche, je voulais répondre sur le lien entre demande d'asile et titre de séjour étudiant, parce que la loi prévoit désormais, elle le prévoyait déjà, que lorsque une personne dépose une demande d'asile, il y a un principe de concomitance avec les demandes d'autres titres de séjour. Et cette question avait déjà été posée dans le précédent webinaire organisé par l'UEE et je me rappelle que j'avais oublié de répondre à cette question, on n'avait pas eu le temps. Ce qui veut dire que lorsque la demande d'asile est déposée, le demandeur a 2 ou 3 mois, je crois, pour maximum faire une demande d'autres titres de séjour. Auquel cas, lorsqu'il est débouté, peut-être qu'il aura eu droit à un autre titre de séjour. Mais
pour les étudiants, il faut donc avoir fait une demande de titre d'étudiant avant. Une personne qui aurait été déboutée de l'asile et qui n'aurait pas fait de demande préalable de titre de séjour étudiant, devra rentrer dans son pays et repasser par, la case, Campus France, par, l'obtention d'un visa d'entrée au titre, d'un titre de séjour étudiant à obtenir ensuite. Ou alors il faut qu'il y ait un dialogue, très sérieux, entre l'université, généralement les présidences d'université, avec la préfecture, pour expliquer au cas par cas et obtenir, comme le disait, Serge dans le chat, obtenir, une régularisation, ce qui est, en fonction des préfectures, quasiment impossible, d'autant qu'il faut par ailleurs justifier, des ressources, financières, et cetera, et cetera. C'est compliqué. Voilà. Est-ce que, si je peux compléter, juste, en fait, dans ce cas de figure, ça sera un changement de circonstance, en fait. Donc, le principe, c'est bien la double demande. Donc, si la situation est déjà constituée, si la personne est déjà étudiante et demandeur d'asile, effectivement, il faut le faire tout de suite. Mais le cas de figure le plus fréquent, c'est que c'est un demandeur d'asile qui est débouté et qui s'inscrit à l'université ensuite. Alors, la première difficulté, c'est s'inscrire à l'université parce que vraiment, il y a une procédure d'inscription à l'université avec des obligations de visa, de procédure préalable. Tu as dit Campus France et compagnie. Mais bon, imaginons que le débouté du droit d'asile réussisse à s'inscrire à l'université. Ça serait un changement de circonstance qui justifierait qu'il puisse faire une demande. Enfin, on peut l'imaginer en tout cas. Mais le problème, c'est qu'il ne remplirait pas les conditions pour obtenir le titre étudiant. Donc, c'est de la régularisation. C'est une admission exceptionnelle au séjour. La coupe pas systématiquement. En fait, je propose aux intervenants de laisser vos micros ouverts, Ouais. comme ça, Volont- tout est long. Comme ça, vous prenez la parole volontiers. quand vous voulez, parce qu'effectivement, c'est compliqué et voilà. Merci. On a eu un échange entre mon université et la préfecture tout récemment à ce sujet. Et donc, non, l'inscription à l'université n'est pas un fait nouveau, n'est pas une Ah bon. circonstance nouvelle. Non, ça ne marche pas. Après, peut-être que ça dépend. On sait que les pouvoirs d'appréciation des préfectures sont variables. De toute façon, c'est extrêmement compliqué. Parce que déjà, s'inscrire à l'université comme débouté du droit Et d'asile. s'inscrire à l'université, du coup, avec et je sais que Ouais. le réseau MENS Ouais. est représenté ici, du coup, il n'y a pas d'obligation de régularité du séjour pour s'inscrire à Non. l'université. Il y a vraiment une déconnexion entre les deux sur laquelle le réseau MENS a beaucoup communiqué. Et ça, c'est essentiel de le rappeler toujours. Il y a dans les universités des étudiants qui sont en situation irrégulière et les universités n'ont pas à vérifier la régularité du séjour de leurs étudiants. Quand bien même ça peut poser effectivement des difficultés aux étudiants comme aux services administratifs. Alors, il y avait une question dans le chat sur « Pensez-vous possible de demander que les étudiants exilés ayant appris le français à l'université soient exonérés de l'obligation de suivre les heures d'apprentissage du français de l'OFI ?» Et donc, oui, ça c'est le cas. Et donc, c'est possible soit en justifiant un niveau de français minimum, soit, ça s'est déjà vu dans des programmes du MENS, de justifier d'un autre cursus d'apprentissage linguistique. Donc, c'est possible. Je voulais répondre aussi à la question sur les politiques dites d'intégration mises en place actuellement. Alors, moi, j'ai étudié les politiques portant sur l'emploi des réfugiés qui sont mises en place à partir de 2015, notamment le programme HOPE, notamment le plan d'investissement dans les compétences, donc, qui a été une source de financement et d'organisation récente de la question de l'emploi. Et pour le résumer en deux mots, ce sont à la fois des programmes qui apportent des ressources, mais qui reposent toujours sur une pensée d'État qui met en équivalence étrangers et travailleurs à disposition, et donc qui vise non pas à former pour le bien-être, les trajectoires professionnelles des personnes, mais à faire correspondre une présence nombreuse de personnes exilées, facilement repérables via le
système d'hébergement de l'asile, avec des besoins exprimés par des branches professionnelles, dans des métiers en tension, dans des secteurs difficiles, bâtiments, logistique, nettoyage, etc. C'est pas un scoop, mais c'est quand même important de le rappeler qu'à chaque fois, il y a cette mise en équivalence et cette pensée qui est rappelée que les personnes exilées, plus largement les personnes étrangères, ne sont acceptables qu'en tant qu'occupants de métiers surnuméraires, de métiers en tension, qui ont des conséquences. Et je le rappelle à l'heure de la mobilisation contre les retraites, sur leur espérance de vie en bonne santé, sur leur rémunération, sur la stabilité de leur trajectoire professionnelle. Merci beaucoup. J'avais identifié 2 autres questions. Bérengère, je vais te réactiver le son pour l'après. Comme ça, il n'y a pas de problème. Du coup, Oui, tu ne l'avais pas désactivé, c'est moi qui l'ai coupé moi-même. D'accord, très bien. Donc, il y a 2 questions que j'ai repérées dans le chat. Du coup, il y avait une question: les différentes incompatibilités du projet de loi avec les droits de l'Union européenne sont-elles clairement identifiées, mises en avant par les conseils d'État ou dans les débats? Qui veut... Est-ce que... C'est bon, je t'ai Tu donné. m'avais recoupé le son. Alors oui, me semble-t-il, alors je ne me rappelle plus des points précis, hormis les histoires de recours suspensifs. Il n'y a pas ou il n'y a plus de difficulté de conventionnalité ni de constitutionnalité dans le projet de loi, selon l'étude d'impact, l'avis du Conseil d'État. Donc, voilà, mais je pense que peut-être, Serge, tu te rappelles des Ouais, points. je suis pas. Enfin, Je sais plus. déjà, l'essentiel du texte n'est pas un problème de transposition, hein. Il y a juste un problème de règlement sur les autorisations de voyage là, sur la déclaration d'entrée. Donc, il y a très peu d'aspects de mise en conformité, contrairement au texte précédent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense que la contrainte par corps, par exemple, pose vraiment un problème de constitutionnalité. Le fait de passer la quasi-totalité de la demande d'asile, en fait, on ne l'a pas dit, c'est un truc qu'on n'a pas développé, mais ils vont systématiser les OQTF après OFPRA. Donc, OFPRA, c'est 100 000 déboutés du droit d'asile. Ou après CNDA, en fait, c'est un peu technique, mais le délai de recours va être calculé à partir de la notification de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA. Donc, c'est un délai de jugement de 15 jours. Je ne sais pas si vous savez, il y a 15 jours. Et donc, c'est ça la nouveauté, en fait, c'est le déclenchement du délai de recours. Et on se pose vraiment des questions sur quel sera le statut des demandeurs d'asile devant la CNDA. Alors, il y a tout de même des ruptures fondamentales. La déconcentration, ça va changer radicalement le système de l'asile, puisque en gros, les audiences auront lieu au niveau des cours administratifs d'appel. Donc, ça sera les juges de la CNDA qui descendront au niveau des cours. Et voilà, enfin bon, ça peut améliorer un certain nombre de choses d'ailleurs. Mais surtout, le principe sera le juge unique, hein. Moi, je suis assez pessimiste. Le texte prévoit bien, on passe en principe au juge unique et dans certains cas, on peut maintenir la formation collégiale. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une généralisation du juge unique parce que c'est une manière de gérer le truc, quoi. Et donc, ça change. Enfin, voilà, le système va être, dès la décision de l'OFPRA, il pourra y avoir une OQTF. Et quel sera précisément le statut des demandeurs d'asile devant la CNDA? Il y a un droit au maintien, c'est un peu précis. On comprend bien que l'OQTF ne pourra pas être exécuté. Mais le texte n'est pas hyper clair sur le statut des personnes devant la CNDA, quoi. Donc c'est ça en fait le danger de ce texte. Moi je parle d'irrégularisation des demandeurs d'asile devant la CNDA, c'est 65 000 personnes par an, hein. Donc voilà, et là je ne suis pas sûr que ça soit totalement conforme au droit de l'Union européenne, même si la Cour de justice n'a pas placé la barre très haut, mais ça pose des problèmes tout de même. Et il y avait une autre question, enfin, c'était une affirmation-question dans le chat qui concernait les passeports talents, les cartes de séjour talents sur la santé. Il me semble que c'était toi, Serge, qui avait parlé rapidement de ça.
ou Fred, je ne me rappelle plus. Oui, j'en ai un peu parlé, mais c'est un peu technique aussi. Il y a certains métiers, ce qu'on appelle les PADU, hein, les praticiens à diplôme extra-Union européenne, qui pourront accéder à ce passeport talent. Mais ça ne concerne pas des grandes masses, hein. En plus, il y a une double procédure, c'est un peu technique. Voilà. C'est présenté comme une ouverture. Ça va permettre effectivement de plus facilement délivrer des titres de séjour à ces médecins ou à ces personnels de santé. Mais bon, il n'y a pas de rupture radicale non plus, quoi. Oui, et peut-être rappeler sur ce point-là qu'il y a un plaidoyer en cours de l'Union des étudiants exilés, aussi par JRS, par exemple, sur cette question, et qu'il y a des emplois pour lesquels il est particulièrement dur de trouver des équivalences pour les personnes exilées, notamment des professions réglementées et donc les professions médicales. Donc, ça pourrait aller dans ce sens, même si la procédure reste assez complexe. C'est des titres de séjour pour 1 an. Il faut s'engager à pouvoir passer les épreuves de vérification de connaissances pendant cette année. Donc, ça a l'air… c'est pas une simplification maximale non plus de l'exercice dans les professions médicales. Oui, sur ce titre talent santé, d'ailleurs, c'est assez ironique si on le met en lien avec la protection temporaire des Ukrainiens et les difficultés rencontrées par les étudiants étrangers d'Ukraine qui ne sont pas bénéficiaires de la protection temporaire. Aucun d'entre eux, pour ceux qui ou qui sont arrivés alors qu'ils étaient en 6e ou 7e année de médecine ou d'odontologie, aucun d'entre eux ne pouvait se réinscrire à l'université française malgré leur bagage important et malgré l'existence d'un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes entre l'Ukraine et la France, au motif de ces professions réglementées. Donc, c'est bien de vouloir faire venir des médecins formés totalement à l'étranger, mais ce serait bien aussi de pouvoir achever leur formation dans les universités françaises, du coup, quand il reste vraiment pas grand-chose peut-être. Est-ce que les intervenants, vous voulez rajouter quelque chose? On va clôturer bientôt le webinaire. Je ne vois pas d'autres Un questions mot dans le chat. Un Voilà. mot sur une question que j'ai vue plus haut sur l'harmonisation de la jurisprudence à la CNDA et l'effet de la décentralisation des formations de jugement. L'harmonisation de la jurisprudence, elle n'existe pas ou pas complètement dans un contentieux qui est très individualisant, qui est très casuistique. Mais l'harmonisation, elle découle d'un dialogue entre les formations de jugement, la direction de la Cour, le CEREDOC, qui est le centre de recherche de la Cour. Et effectivement, ce dialogue, il est permis lorsque tout le monde est au même endroit. Est-ce qu'il sera aussi facile si la Cour est fragmentée? Bon, ça pose une question, mais l'harmonisation de la jurisprudence est accessoire par rapport aux objectifs de protection individuelle des demandeurs d'asile. Et puis, je suis pas tout à fait d'accord avec Serge. Enfin, j'espère ne pas être aussi pessimiste finalement sur la collégialité parce que les assesseurs et les formations de jugement sont attachés à cette collégialité et que le projet de loi va laisser à l'appréciation interne de la Cour le soin de savoir si une affaire doit passer en formation collégiale. Et entre 2015 et 2018 et 2022, eh bien, la pratique interne sur cette collégialité, elle a fait l'objet d'une part de mesures de protestation très importantes des autres acteurs de l'asile, que sont par exemple les avocats, qui ont su dire et convaincre que eh bien, on ne peut pas faire passer en juge unique des affaires LGBT. Ça a été entendu à la Cour, par exemple. Ce n'était pas censé passer en juge unique, ce type de cas qui sont particulièrement difficiles. Et puis, les affaires de menaces à l'ordre public également. Donc, est-ce que la pratique va vraiment inverser le principe? Je ne sais pas, mais ce n'est pas certain. C'est pas certain. Après, c'est un risque, effectivement.
Voilà, j'ai terminé. Ouais. Si je peux réagir brièvement, le texte est tout de même rédigé, sauf si c'est justifié, sauf si quelque chose le justifie. Le principe, c'est le juge unique, c'est un magistrat qui Ouais, juge mais seul. C'est vraiment marqué comme ça. sauf À chaque fois difficulté qu'il sérieuse. Et la voilà. difficulté Oui, sérieuse, non, on c'est peut même la pas trouver, difficulté sérieuse, c'est on peut la le trouver dossier de partout. fin. Mais oui, sauf que la pratique, en fait, il y a cette formulation dans d'autres contentieux qui sont passés à juge unique. Hein, c'est pas la première fois qu'on le voit. Tu regardes les statistiques, c'est 80% de juge unique. Donc vraiment, enfin moi, malheureusement, hein, je mets ma main à couper que surtout si en plus c'est territorialisé, donc c'est vraiment une organisation différente. D'ici 4-5 ans, la plupart du contentieux de la CNDA est traité en juge unique. Donc ça va avoir des effets de masse et la déconcentration et la territorialisation est liée aussi à ça, hein, ce fonctionnement. Et puis il y a un risque assez fort qui est en pratique 8 mini CNDA qui se créent. Parce que ce n'est pas des audiences foraines, hein, c'est vraiment une déconcentration. La Cour, elle siégera au niveau des cours administratifs d'appel. On va changer assez radicalement le système, à tel point que peut-être qu'un jour, on aura une juridiction d'appel des décisions de la CNDA. Enfin, c'est vers ça qu'on va en termes d'évolution du système. Donc, et pour répondre à une question, la logique du système, c'est que l'OQTF est prise alors que la personne est déboutée du droit d'asile, mais le délai de jugement ne court qu'à compter de la décision de la CNDA. Donc, c'est pas tout à fait un effet suspensif, c'est vraiment un truc assez étrange. Voilà, ils ont décalé le délai de jugement, parce que leur idée, c'est qu'au moment où la CNDA rejette définitivement la demande d'asile, immédiatement, le tribunal administratif doit pouvoir rejeter le recours contre l'OQTF. Comme ça, c'est plié 15 jours après, quoi. Enfin, donc, vraiment, c'est ça le mécanisme qu'ils ont inventé pour essayer d'accélérer l'éloignement. Alors, ça n'a aucune efficacité statistique, hein. On a les chiffres du système précédent. Les procédures accélérées, c'était déjà un système assez comparable, enfin pas tout à fait pareil, et ça n'a pas eu d'efficacité en termes d'éloignement. Mais en revanche, d'irrégularisation des gens, c'est massif, quoi. C'est 100 000 personnes qui sont irrégularisées. Et peut-être pour ma part, pour conclure, quelque chose qui me semble important, c'est que dans la contestation qui se met en place contre cette loi, et notamment pour contester contre la mise au travail des étrangers, des exilés dans des emplois subalternes et pénibles, il y a quelque chose à revendiquer, à affirmer de l'ordre du droit à la qualification en accord avec les désirs et les projets personnels des personnes étrangères, des personnes exilées, et aussi le droit à une langue qui ne soit pas amputée, qui ne soit pas rétrécie à sa seule utilité économique, mais qui permettent la réalisation des projets des étrangers et des exilés. Je trouve que ce droit à la qualification et ce droit à la langue, c'est important de les défendre, de les affirmer, d'étendre les dispositifs comme ceux du MENS, mais comme d'autres, qui actuellement essaient de les concrétiser le plus largement possible. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde. On va conclure ici les webinaires. Oui, pour répondre à la dernière question dans le chat, c'est possible d'accéder à l'enregistrement. Les personnes qui sont intéressées, je vous demande de me faire un retour par mail. Si vous êtes intéressés, il y a déjà des personnes qui me l'ont demandé. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets mon adresse mail dans le chat. Comme ça, vous aurez mon contact pour me demander directement. Et pour conclure donc ce webinaire, merci aux intervenants. Je sais que c'est un exercice pas très facile parce que c'est très dense, mais vous avez quand même réussi à jouer le jeu. Du coup, merci beaucoup. Et on a vu les différents points de vue et voilà comment ces projets de loi pour l'instant vise une restriction des droits, même s'il y a quelques éléments positifs, évolution qui vous avez mis en avant, et aussi une certaine vision de l'intégration avec laquelle, du coup, on a mis l'accent, on a critiqué aussi, notamment via l'intervention de Frédéric Salin. Merci beaucoup à vous. Je vous invite en tant aussi que représentant de l'Union des étudiants exilés à vous informer le plus possible sur cette loi,
à suivre les prochaines étapes. À vous mobiliser aussi. Il y a des dates de mobilisation aussi qui sont prévues par différents collectifs, notamment le 4 mars, du coup, dans un mois, il y a une grande mobilisation dans les rues à Paris. Du coup, si vous êtes, et je pense partout en France, et nous aussi, en tant qu'union, on va continuer nos actions des plaidoyers par rapport à cette loi. On va sûrement proposer à certaines personnes qui ont participé à ces séminaires la signature d'une tribune qu'on est en train de rédiger. Et parce qu'on pense qu'il faut qu'on lève la voix contre cette loi et contre toutes les dispositions qui visent la restriction des droits des personnes exilées avec lesquelles nous, on travaille quotidiennement tous les jours. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On a dû, les temps étaient un peu courts et on a choisi de couper les micros de tout le monde pour ne pas surcharger ces webinaires. L'idée, c'est vraiment de suivre les débats qui feront suite au dépôt de cette loi au Conseil des ministres. Et on va probablement aussi organiser d'autres temps de décryptage plus loin dans le temps, quand les débats aussi au Sénat, à l'Assemblée nationale seront lancés. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.